L'instant du décryptage de l'actualité mondiale sur CamNews 24. À tous et à toutes, bienvenue sur International. Ghislain Kougan, journaliste et spécialiste des questions internationales, est sur ce plateau. Bienvenue à vous, Ghislain. Le plaisir est partagé, Donald. C'est toujours un plaisir d'être avec vous toutes les semaines pour partager l'actualité internationale de la semaine. Rendons-nous tout de suite en RCA, République centrafricaine, pour parler du forum de Bangui qui s'est achevé il y a quelques jours. Un rendez-vous qui avait été pris pour offrir une sortie de crise au pays. Cette cérémonie voulait être un symbole de paix et d'unité. Elle aura finalement illustré la fragilité de la situation en Centrafrique et la difficulté de trouver un accord. Alors, Ghislain Kougan, les assises de Bangui, une montagne qui aura finalement accouché d'une souris. Oui, on peut estimer qu'il s'agit d'une montagne qui a finalement accouché d'une souris, mais je pense quand même que par rapport aux enjeux, aux différentes parties prenantes, aux forces en présence, il fallait s'y attendre. On ne devait pas estimer qu'on allait facilement résoudre la crise centrafricaine, une crise qui a perduré, qui met en présence nombre d'acteurs, que ce soit des acteurs sur le plan national et que sur le plan international. Mais la question qui se pose, c'est qu'on a eu quand même un accord. Quand vous avez écouté le discours de clôture de la présidente de transition Catherine Panza, qui disait que durant 8 jours, on a tablé, on a discuté, on a fait prévaloir l'intégrité nationale. Mais il se pose un problème, c'est qu'en réalité, les anti-Balaka et la rébellion Séléka se sentent un peu lésés dans la signature de cet accord de paix en RCA, d'où la question de savoir ce qu'il en est pour le futur. Et justement, en parlant des anti-Balaka, que réclament-ils exactement ces leaders? Quelles sont les revendications de ces leaders anti-Balaka? Je pense que la revendication, que ce soit des leaders anti-Balaka que de la rébellion Séléka, les revendications sont les mêmes sur le plan principal, sur le plan fondamental. Il s'agit de l'amnistie de leurs ressortissants et de tous ceux-là qui sont emprisonnés, la prison de Garaba en RCA. Il s'agit donc de l'amnistie et également que finalement qu'on puisse abandonner toutes les charges contre ces hommes qui ont perpétré quand même des massacres en République centrafricaine. Et c'est à ce niveau justement que la question se pose. Comment est-ce qu'on veut aller à la réconciliation en oubliant le passé? Il n'est pas possible. Et d'ailleurs, la consultation qui a été faite au niveau de la base en RCA, parce que c'est l'une des rares concertations qui a permis au pays de recueillir les avis de la base, organisés au sein des préfectures. On a compris que les populations ne voulaient pas d'amnistie. Elles voulaient justement qu'on puisse faire toute la lumière sur les exactions, les viols, les pillages qui ont ensanglanté la RCA. Et on peut comprendre justement que cette idée-là puisse faire perdre le sommeil à ces combattants de l'ex-Séléka ou alors de anti-Balaka qui savent ce qu'ils ont fait, qui, conscients des actes qu'ils ont posés, aujourd'hui ne sont pas sereins. Alors, l'accord récemment signé le 10 mai à Bangui prévoit que chaque combattant dépose toutes les armes de guerre qu'il possède. Pendant ce temps, le mandat de la transition a été prolongé. Cela est-il possible qu'on dépose les armes? Non, je pense que comme dans chaque conflit, quand on veut négocier, on brandit toujours l'argument de déposer les armes. C'est un préalable, il faut le dire, même si cette idée, cette volonté n'est pas toujours comprise. Il faut dire déposer les armes. Vous savez très bien qu'en Côte d'Ivoire, chaque jour on disait déposer les armes. Aujourd'hui encore, il y a les armes en Côte d'Ivoire. Et vous savez que l'implication de toute la communauté internationale avec ces huées au flanc-flanc. Non, en RCA, c'est un préalable pour que le dialogue aille de manière pérenne. Mais je dis que la question, déjà je pense qu'il y a une avancée significative parce que disent les anti-Balaka et Séléka? Ils disent que le gouvernement dans la signature des accords nous a lésés. Nous ne reconnaissons pas en tant que tel ces accords-là. En tant que tel, ça veut dire qu'ils reconnaissent quand même les accords, mais le problème à ce niveau, c'est qu'ils veulent qu'on puisse justement accorder l'amnistie à tous leurs ressortissants, et puis qu'on puisse tourner la page du passé comme si de rien ne s'était passé, ce qui n'est pas possible. Parce que la question ne concerne pas à ce niveau uniquement Bangui, ça concerne également les partenaires au développement qui ont dit non, que l'on ne peut pas aller à la paix sans toutefois permettre de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé et puis d'établir les responsabilités des uns et des autres. Et quand on parle effectivement de responsabilités, d'ailleurs, en RCA, il est prévu la création d'un comité dialogue, réconciliation, vérité comme partout, et aussi d'une cour spéciale pour la RCA. Ça veut dire qu'en réalité, ces combattants du Séléka
ou de la Séléka, si vous voulez, et anti-Balaka savent très bien qu'en refusant l'amnistie et en créant une cour spéciale pour Bangui, véritablement, ils ont de quoi être menacés. Vous parliez tout à l'heure d'avancées significatives et pourtant l'on se dit qu'on est bien loin de la sortie de crise tant souhaitée avec la tenue de ce forum finalement jugé de fiasco par certains observateurs. Non, on ne peut pas parler de fiasco. Il y a quand même quelque chose au lieu de rien. Je vous fais part d'une chose. Les anti-Balaka ont parlé de ceci. On n'a pas pris en considération nos doléances. Ils parlent de doléances. Auparavant, ils parlaient un peu de préalable. Pour eux, il fallait cela. Quand on parle de doléances, monsieur Anizoua, ça veut dire qu'on vient, on laisse le poids à la personne qui est en face de nous. On reconnaît au moins qu'il y a un gouvernement. Quand vous parlez à un supérieur, vous parlez de doléances, ça veut dire que vous venez un peu en rampant, vous venez en courbé. Une doléance, c'est quelque chose que vous soumettez à quelqu'un qui a la capacité, plus que vous, de répondre par oui ou par non. Donc, on parle de doléances. Et en même temps, ils disent qu'on ne reconnaît pas en tant que tel. En tant que tel, ça veut dire qu'on reconnaît au moins partiellement, puisqu'ils ont participé, ils étaient à l'intérieur du Parlement de Bangui. C'est quand ils se sont rendus compte que sur ces volets-là, justement, on n'a pas pris en considération leurs doléances, que finalement, ils ont manifesté. Mais en même temps, il s'agit d'une partie d'un fragment de la rébellion qu'il a indiqué. Parce que très tard après, il y en a qui ne sont pas reconnus dans ces propos tenus. Donc il y a une question qui se pose. C'est qu'au sein des rébellions en Afrique, il y a des fragments. Il y a des voix dissonantes qui peuvent toujours saper le moral des troupes et remettre en question l'accord de Bangui. Quittons donc Bangui et rendons-nous tout de suite au Congo-Brazzaville. C'est à quelques pas de là, puisque de ce côté, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, poursuit ses consultations sur la vie de l'État et de la nation avec des partis politiques, des acteurs des organisations de la société civile, des responsables des confessions religieuses, des dirigeants de certaines institutions constitutionnelles et des personnalités. Les avis divergent sur le but final de ces consultations qui doivent prendre fin le 27 mai prochain. Le communiqué de la présidence de la République annonçant ces consultations n'a pas été explicite sur l'ordre du jour. Pour mémoire, Denis Sassou Nguesso cumule plus de 30 ans de pouvoir. Alors, y a-t-il urgence à l'heure actuelle pour que le Congo veille trouver des solutions aux questions politiques et institutionnelles nationales? Oui, il y a urgence. Si l'on se réfère à ce qui se passe autour, le Congo n'est pas un État qui évolue en vase clos. Denis Sassou Nguesso a très bien vu ce qui s'est passé au Burkina Faso. Il voit très bien ce qui se passe au Burundi. Et on va y arriver. Alors, il est question pour lui de dire, mais voilà, moi qui ai encore un peu de temps, l'élection présidentielle au Congo, c'est en 2016. Nous sommes encore en 2015. Alors, il prend sur lui d'anticiper et donc d'organiser un dialogue avec les forces vives, les partis politiques, les personnalités, les organisations de la société civile pour débattre, dit-il, de la marche de l'État et de tout. On sait très bien qu'il s'agit quand même d'un dialogue sur le mandat présidentiel, sur la modification probable de la Constitution. D'ailleurs, certains acteurs, ne sont pas d'avis avec cette logique. Voilà, justement, c'est la question que je souhaitais vous poser tout à l'heure. Denis Sassou Nguesso serait-il en train de préparer en douce cette intention de modification, il faut bien le dire, une intention de modification que lui prête pour l'instant l'opposition brazzavilloise? Je pense que c'est le cas. Il veut éviter justement ce qui est arrivé ailleurs. Puisque quand il parle de consultation électorale, alors il discute avec les représentants des différentes formations politiques. Il discute avec les représentants des confessions religieuses. Il discute avec la société civile. Il estime qu'à partir de ce moment, toutes les différentes parties prenantes sont incluses dans le dialogue. On parle d'un dialogue inclusif. C'est la raison pour laquelle il y a un membre de l'opposition qui dit qu'il s'agit d'une fuite en avant, qu'on ne peut pas passer le temps à chaque fois à discuter, à dialoguer. C'est un dialogue dessous, parce qu'il sait très bien qu'il y a anguille sous roche. Il sait très bien qu'il s'agit d'un dialogue sur la modification possible de la Constitution. D'ailleurs, cette consultation, si au sorti de ce consensus, de cet entretien, il n'y a pas un consensus, le président compte justement procéder par un référendum pour modifier la Constitution. Ça veut dire qu'en réalité, il s'agit d'amorcer de manière un peu plus, avec beaucoup plus de marge de manœuvre, son maintien au pouvoir après 2016. Alors, les enjeux sont beaucoup plus politiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi voir cela sous l'angle peut-être socio-culturel et autres? Si on veut prendre cela sous l'angle socio-culturel, on peut estimer que sur le plan socio-culturel, c'est une pratique courante, puisqu'il n'est pas le seul à avoir 30 ans au pouvoir. On peut s'interroger. Il y a Pierre Nkurunziza qui est massacré parce qu'il veut aller à 15 ans.
Un champion est là, il a déjà 30 ans, il va aller à 35. Alors que l'autre n'est pas encore à 15, qu'il est massacré, qu'il est menacé sérieusement. Donc sur le plan socio-culturel, on peut estimer que ce pays-là, historique même, que le Congo est coutumier du fait, puisque depuis il n'y a pas eu véritablement de contestation. Vous pouvez me dire que non, c'est parce qu'on attend l'échéance. C'est encore en 2016, on a encore un an. Mais lui voit le mal de loin. Il préfère mettre ses pions maintenant. Il est clair que les consultations visent à recueillir, à prendre la température de l'opinion congolaise par rapport maintenant à une modification probable et même indiquée. Justement, et tout laisse croire que le pays, sinon les forces vives de la nation du côté du Congo-Brazzaville, adhèrent à cette idée, à cette invite du président Denis Sassou Nguesso. Pas tout. Il y en a qui ont estimé que c'est un moment original, qu'il faut aller pour débattre des questions, que c'est bien parce que le président a pris l'initiative, qu'il faut débattre de toutes les questions. Mais il y en a qui estiment que ce n'est pas la première fois. Il y en a qui a dit, je cite, c'est du déjà entendu. Mais il estime qu'on ne va pas à chaque fois aller palabrer. Qu'en réalité, c'est une initiative, une entreprise pour justement adouber les gens et pour justement se maintenir au pouvoir après 2016, date à laquelle notamment le mandat de Denis Sassou Nguesso s'achève. Alors, les consultations s'achèvent le 27 mai prochain. Est-ce qu'il est possible qu'entre-temps, les voix s'élèvent de façon véhémente et qu'on ait aussi certainement quelques réclamations et voire même quelques égarements sur le plan comportemental? Pourquoi pas une contestation vive? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la question du timing. L'élection présidentielle au Congo, c'est en 2016. Ailleurs, c'est parce que c'est en juin. Au Burundi, par exemple, c'est le 26. Vous voyez très bien qu'en Guinée, c'est le 11 octobre 2015. Ici, c'est le président qui a pris sur lui. Il n'y a pas une urgence sur le calendrier électoral au Congo-Brazzaville, non. C'est le président qui a tremblé, comme on dit chez nous, qui a vu qu'il y avait le feu chez les voisins et qui estime, et qui regarde sa situation. Il estime, par exemple, regardez le Congo, regardez le Burundi, ce n'est que 15 ans. Il n'a fait que 10 ans, 2 mandats. On estime que c'est trop. Lui, il estime que je suis à 30 ans. Il a vu le Burkina Faso. On sait très bien que Compaoré était aujourd'hui vu comme celui qui était très fort, qui était très connu. C'était le super médiateur. D'ailleurs, c'était le médiateur international. Mais il est parti. Il y a de quoi aujourd'hui on va réfléchir suffisamment sur la question. Et Denis Sassou Nguesso, en tant que vieux renard, veut anticiper, veut un peu couper l'herbe, en réalité, il veut prendre la partie, les partis politiques congolaises, les partis politiques congolais, il veut prendre les confessions religieuses et puis la société civile de cour. Puisqu'à présent, personne n'est préparé. On ne s'attendait pas à une sortie du président. Et voilà qu'il vous prend de coup. Là, vous n'êtes pas suffisamment préparé. Alors lui, il sait, par rapport à son calendrier, c'est lui qui vous invite, vous venez. Si vous ne venez pas, il dira, j'ai convoqué un dialogue. Vous n'avez pas voulu discuter avec moi. Alors, le président Sassou Nguesso est carrément hanté par le spectre burkinabé et bien sûr burundais longuement évoqué autour de cette question, ce qui nous permet maintenant de traverser une autre frontière puisque nous allons cette fois en Guinée où l'opposition conteste le calendrier électoral qui prévoit une présidentielle en octobre prochain et une élection communale au premier trimestre 2016. De son côté, le parti au pouvoir se dit ouvert au dialogue mais exclut toute modification. Aux dernières nouvelles, le chef de l'État a finalement rencontré le chef de file de l'opposition. Alors, juste là, la rencontre de mercredi, basée sur la relance du dialogue politique après les manifestations des dernières semaines, n'aurait pas satisfait l'opposition. Quels étaient les points essentiels pour cette rencontre? Il y avait un seul point, globalement, le calendrier électoral. Et donc, de manière conséquente, les activités de la CENI, de la Commission électorale nationale indépendante, parce que c'est elle qui organise les élections dans le pays. Donc, et la CENI et le pouvoir n'étaient, mais alors, pas d'avis pour qu'on puisse notamment revoir le calendrier électoral. C'est la raison pour laquelle il y a eu des manifestations en Guinée, par-ci et par-là. Donc la question sur laquelle l'ensemble de la société guinéenne, là on peut parler des partis politiques, de l'opposition, de la société civile, du pouvoir, c'est sur le calendrier électoral. C'est véritablement stratégique. Alors c'est stratégique puisque à l'invite le chef de l'opposition a répondu à l'appel du président. Autour de cette rencontre, on a aussi constaté qu'ils ont parlé de la lutte contre le développement du fondamentalisme religieux en Guinée, en Guinée, Conakry autant pour moi, et la recherche de solutions de paix au Mali. Alors, est-ce qu'il y a un lien
à faire avec l'échéance électorale et bien sûr ce fondamentalisme religieux? Non, vous savez, quand il s'agit d'une concertation, on ne peut pas mettre au goût du jour uniquement une thématique. Il faudrait qu'on montre que non, c'est un dialogue qui est international. C'est-à-dire qu'on pense aussi, pas simplement à la Guinée, on pense aux pays qui souffrent autour de la Guinée. La Guinée veut présenter patte blanche. Mais il s'agit, on sait très bien que la question qui se pose en Guinée aujourd'hui, la question qui a mené les manifestations, c'est quand même le calendrier électoral. Ce n'est pas le fondamentalisme religieux, ça vous le savez. Mais on sait très bien que la question fondamentale, c'est justement le calendrier. Pourquoi le calendrier, M. Anizoua? Simplement parce que l'opposition estime qu'on ne peut pas organiser une élection présidentielle avant les élections communales. Pourquoi? Parce que depuis 2005, en Guinée-Conakry, il n'y a pas eu d'élection communale. Et donc, puisqu'il n'y a pas d'élection communale, le président nomme les exécutifs municipaux. Il les nomme. Et quand il les nomme, il les maîtrise automatiquement. Alors, on estime qu'il veut justement s'appuyer sur ces exécutifs communaux qu'il a nommés pour préparer l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. La raison pour laquelle l'opposition, d'ailleurs, c'est d'Alain Diallo, qui est le chef de file de l'opposition, dit en réalité que la condition sine qua non pour un dialogue, il faudrait qu'on revoie le calendrier électoral. Il faudrait qu'on ne reporte pas les élections communales qui normalement auraient dû se tenir au premier trimestre 2014. Mais faute de financement, la CENI a fait part de ce qu'il n'y avait pas suffisamment de financement. Alors aujourd'hui, on vous parle du premier trimestre 2016, c'est-à-dire qu'avant l'élection présidentielle. Alors, s'il n'y a pas de moyens pour les élections municipales, comment est-ce qu'il y aura les moyens pour l'élection présidentielle? L'opposition conteste ce calendrier électoral, pourtant adopté d'accord parti le 3 juillet 2013. Non, le 3 juillet, mais l'opposition n'avait pas donné quitus à ce calendrier électoral. L'opposition faisait part de ce qu'on ne pouvait pas justement... La question n'est pas sur l'élection présidentielle en elle-même. L'opposition est d'accord, les forces vives politiques guinéennes sont d'avis pour l'élection présidentielle. Il n'y a pas de souci à ce niveau. La question maintenant, c'est le timing. Il faudrait que les élections communales se tiennent avant l'élection présidentielle. Ce que le pouvoir ne veut pas, le pouvoir de Condé. Justement, de son côté, le président Alpha Condé souhaite maintenir le calendrier électoral en l'état après sa rencontre avec le chef de file de l'opposition. Le pouvoir a-t-il quelque chose à cacher? Bien évidemment. Qu'est-ce que le pouvoir cache? Je pense que c'est stratégique. Le pouvoir ne veut pas aller à une élection présidentielle avec des exécutifs communaux qu'il ne maîtrise pas. Et donc, ça va être difficile. Ce sera beaucoup plus fragile pour le président. Je pense que, M. Anizoua, pour comprendre un peu l'inquiétude du président au pouvoir, il faut interroger comment est-ce qu'Alpha Condé arrive au pouvoir. Il arrive au pouvoir après avoir perdu le premier tour. Parce qu'au premier tour, il a été battu par Cellou Dalein Diallo, qui est d'ailleurs le chef de file de l'opposition. C'est au second tour, et grâce aux coalitions, que Alpha Condé a remporté l'élection présidentielle. Ça veut dire qu'en lui-même, en tant qu'entité individuelle, il ne peut pas remporter une élection présidentielle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on est au pouvoir? Il faut mettre tous les mécanismes, pas forcément verrouiller, mais il faut prendre sur soi justement de faire tout ce qu'il y a à faire pour garantir un peu sa victoire. Mais sinon, pourquoi est-ce que le président refuse que l'on organise les élections communales qui auraient dû être organisées en 2014? Pourquoi est-ce que le président ne veut pas que ça se passe avant l'échéance présidentielle? Alors, ce qui voudrait dire qu'au-delà du calendrier électoral, plusieurs questions restent en suspens, et notamment celle de la restructuration de la commission électorale que l'opposition juge proche du pouvoir. Alors, tout le processus électoral est-il à refaire en Guinée? Je pense que tout le processus électoral n'est pas à refaire, mais je pense qu'il y a comme une volonté de l'opposition d'arriver à un compromis. C'est-à-dire quoi? Chacun doit laisser du lest. C'est-à-dire que si on revoit le calendrier électoral et on remet les élections communales avant la présidentielle, l'opposition, je crois, pourra aller à l'élection. Parce qu'il faut du donnant-donnant. Chacun doit tendre la main. On ne peut pas satisfaire toutes les exigences de l'opposition de la même manière. Le pouvoir ne peut pas rester statique et ne rien concéder à l'opposition et estimer qu'il y a un dialogue. Dialogue, ça veut dire que vous discutez, vous arrivez à un compromis, et il y a également une donne. C'est qu'il y a l'entrée en scène d'Anis Camara. Alors, on ne saurait sortir de la Guinée et Conakry sans vous inviter à regarder, c'est-à-dire le cours de l'histoire. Comment est-ce que cette crise a commencé il y a quelques semaines? J'espère que l'élément est calé au niveau de la réalisation.
L'opposition guinéenne appelle ses partisans à suspendre les manifestations jusqu'à la semaine prochaine en raison de violents affrontements avec la police dans la capitale, Conakry. Une personne est morte, une dizaine d'autres ont été blessées ces 2 derniers jours en raison de la mobilisation contre le calendrier électoral fixé par le pouvoir. La commission électorale a annoncé une présidentielle en octobre, mais selon un accord signé en 2013, des élections locales étaient censées être convoquées au préalable. Des élections cruciales pour l'opposition qui espère ainsi pouvoir accroître son influence sur l'organisation de la présidentielle. Alors, juste là, une situation assez grave, puisque est-ce qu'on peut revenir avec des actes pareils, puisque le chef de file de l'opposition s'est dit déçu par la rencontre, où il déclare d'ailleurs qu'il était le seul à parler. Justement, il déclare que le président a dit je vous écoute et puis je vais confronter vos points de vue avec ceux des autres et puis moi en tant que maître suprême, je vais prendre les décisions qui s'imposent. Je pense que c'est une mauvaise communication. Mauvaise pour ceux qui nous regardent, mais bonne communication pour le président, qui a voulu faire comprendre à Diallo qu'en réalité, le pouvoir, c'est moi qui détiens le pouvoir. Vous parlez, puis c'est moi qui vais arbitrer. Sauf qu'il y a un problème. Vous ne pouvez pas être la partie prenante de la compétition et être en même temps arbitre de ce point de vue, même si vous êtes le président de la République. Vous ne pouvez pas dire que je vous écoute, je vais aussi parler à la majorité et puis après je vais... Non, je pense que ça va être difficile et les jours à venir vont suffisamment nous édifier sur la situation en Guinée. Encore que il y en a, Dadis Camara, qui a annoncé aussi qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. Vous voyez ce qui complique encore davantage la situation. Donc je pense que la Guinée nous réserve quelque chose de difficile. On aura l'occasion de revenir sur la candidature de Dadis Camara, et puisque nous allons directement au Burundi, où le président Pierre Nkurunziza continue la lutte pour garder son emprise sur le pays après l'échec d'un coup d'État. Nkurunziza a décidé de limoger 2 de ses ministres, et ce malgré la reprise des manifestations anti-troisième mandat. Le président Nkurunziza reproche quoi à ses ministres limogés? Bon, c'est simple. Lorsqu'il y a un coup d'État, une tentative de coup d'État, puisque le coup d'État a avorté, il faudrait que le président puisse tirer les leçons de ce coup d'État. Les failles, qu'est-ce qui a amené à ce coup d'État? Parce qu'il y a quand même eu des échanges de coups de feu entre la rébellion et le pouvoir en place autour de la télévision nationale. C'est-à-dire que si les rebelles ont pu arriver à s'exprimer sur une radio privée, à dire que le président avait perdu les rênes du pouvoir, ils sont exprimés sur une radio privée qui avait été fermée auparavant par le président. Pourquoi? Parce que le président estimait que cette radio privée était une radio qui incitait à l'insurrection. La radio avait été fermée. Et c'est la raison, de manière stratégique, je pense que Godefroy Nyambare, celui qui a commis le coup d'État, cet ex-général qui était son ancien conseiller, est passé par cette radio-là pour annoncer que le président n'était plus au pouvoir, puisque le président était en Tanzanie pour discuter notamment de son 3e mandat qui avait un peu jeté du poudre dessus le feu au Burundi. Donc il fallait qu'il tire les leçons. Il a donc estimé qu'il fallait limoger son ministre des Affaires étrangères, à ces relations entre la diplomatie, et puis son ministre de la Défense. Là, se comprend. Il estime d'ailleurs qu'il n'a pas été assez soutenu par ces 2 personnalités pendant la crise. Et puis, alors, est-ce que ce limogeage apporte une solution à la crise actuelle? Est-ce que ce limogeage apporte une solution à la crise actuelle? Ce n'est pas le but de rechercher par le président. Le président, de manière stratégique, il a fait une analyse de la situation. Il a estimé qu'il y a des maillons faibles. Et donc, je dois, dans cette situation confuse, me débarrasser de ces maillons faibles-là. Et en termes de maillons faibles, et par rapport à cette tentative de coup d'État, il a donc estimé qu'il fallait limoger le ministre de la Défense, qui n'était pas suffisamment fort, et le ministre des Affaires étrangères. Maintenant, est-ce que ça apporte un plus dans la situation au Burundi? Pas du tout, puisque la question existentielle reste et persiste. Il s'agit de l'opportunité d'un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza, qui estime que le premier mandat n'en était pas un, parce que le premier mandat, il l'avait obtenu de manière parlementaire et non pas par voie référendaire. Or, il me semble qu'un mandat restait un mandat.
Parce que vous savez très bien ce qui s'est passé, que le pays, le Burundi est un pays traversé par une longue période de crise ethnique. Hein. Il y a des 84% de Tutsis, 15% non, 84% de Hutus, 15% de Tutsis. Donc c'est un pays difficile qui va de coup d'État en coup d'État. Et puis je pense qu'en 2000, en 96, après un coup d'État qui a ramené au pouvoir le major Pierre Buyoya, il y a eu une crise et puis voilà qu'en 2005, Pierre Nkurunziza a été porté par le Parlement comme président de la République. Alors dans la foulée de ces contestations, l'ambassadeur de l'Union européenne au Burundi a dénoncé une attaque par balle qui visait ses bureaux dans la ville de Bujumbura. Il dit ne suspecter personne mais demande au gouvernement des enquêtes sur cette attaque. Voilà qui pourrait affecter les relations diplomatiques entre le Burundi et l'Union européenne. Bien évidemment. D'ailleurs, les observateurs que l'Union européenne a commis sur le terrain ont fait part de ce que toutes les choses n'étaient pas suffisamment huilées pour qu'on puisse aller à une élection présidentielle. Je vais un peu plus loin. La Belgique, qui est le principal pourvoyeur du Burundi, a suspendu son aide, dit suspendre son aide pour accompagner le Burundi dans ce processus électoral. La Suisse a fait pareil. Et donc, aujourd'hui, et je pense que la Belgique a fait part de ce que la troisième volonté, si vous voulez, la troisième candidature du président Nkurunziza, jetait un peu de l'huile sur du feu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président Nkurunziza a accepté au moins de reporter les élections, je pense que les élections communales, je crois, qui ont été reportées d'une semaine, qui étaient prévues pour le 26 mai, ont été reportées d'une semaine. Le temps pour lui, justement, de discuter avec les différents partenaires au développement, la Suisse et la Belgique, pour essayer de les dissuader, de faire comprendre que non, tout va bien. Donc il a cédé parce que depuis longtemps, l'opposition a demandé le report, il n'a pas voulu, il a fallu. Comme toujours en Afrique, c'est un peu ce qu'on peut déplorer. Pourquoi faut-il toujours que ce soit la communauté internationale qui demande un report et pour que l'opposition, pour que les forces vives locales puissent l'obtenir? Justement, votre développement m'inspire une question. Le président Nkurunziza, qui a récemment annoncé le report du 26 mai au 5 juin des législatives et communales, la présidentielle, cœur de la crise, reste fixée au 26 juin, malgré la suppression des financements évoqués tout à l'heure par les bailleurs. Cet ensemble de décisions démontre ou alors confirme que le président Nkurunziza est toujours au contrôle de la situation. Bien évidemment, il est au contrôle de la situation, mais le fait déjà de reporter les élections communales montre qu'en réalité, il faiblit déjà par rapport à la communauté internationale. Il estime donc qu'en reportant d'une semaine, il aura peut-être le temps nécessaire pour discuter avec les forces vives, avec la communauté internationale justement. L'élection présidentielle, pourquoi est-ce que la date n'a pas été modifiée? Parce qu'en réalité, c'est encore le 26 juin. Il estime qu'il a encore, je crois, un mois. Avec un mois, il peut discuter et trouver les fonds ici ou par là, comme ça se passe. Et c'est à ce niveau qu'on peut craindre les voies obscures, hein, les financements occultes maintenant. Parce qu'à partir du moment où aussi, parce que imaginez un instant que la Belgique, la Suisse et l'Union européenne refusent de lui venir en aide à travers les financements et qu'il s'entête à l'élection présidentielle. Où est-ce qu'il trouvera les fonds? La question peut se poser et voilà que vous aurez un président qui est au pouvoir, mais qui n'est pas légitime parce qu'il est tenu par les forces occultes qui ont financé sa campagne, qui ont financé l'organisation des élections, qu'elles soient communales ou présidentielles. C'est quand même assez serré puisque le 5 juin, législative et communale, 26 juin, élection présidentielle. Il ne reste qu'à souhaiter beaucoup de chance à Nkurunziza à la tête du Burundi. Rappelons pour sortir définitivement de l'émission que la candidature du président Nkurunziza, élu en 2005 et réélu en 2010, à un troisième mandat jugé inconstitutionnel par ses adversaires, a déclenché le 26 avril un mouvement de contestation émaillé de violence entre contestataires et policiers qui ont fait une vingtaine de morts. Les protestations sont pour l'heure l'essentiel limitées à quelques quartiers périphériques de Bujumbura où les policiers bloquent les manifestants pour les empêcher de converger vers le centre-ville. Alors, est-ce que la situation a évolué entre-temps? Elle n'a pas vraiment évolué. D'ailleurs, elle a évolué parce que les gens continuent de manifester. D'ailleurs, il y a la société civile qui a demandé aux populations de revenir dans les rues pour manifester. Comme quoi, elle a arrêté les manifestations parce qu'il y avait des tirs, on tirait sur des gens. Comme quoi, maintenant, il y a la calmie, on peut descendre dans la rue. Pour revenir justement à Pierre Nkurunziza, le président, dans une sortie, a fait part de ce qu'il s'agit des manifestants dans quelques 4 quartiers de Bujumbura, la capitale. Il estime que sur toute la Burundi, c'est uniquement les manifestations de 4 quartiers. Il parle d'une insurrection. Et il dit que donc, le Burundi est en paix
à 99,9%. Vous comprenez? Donc, ça, c'est une déclaration qu'il fait lors de son dernier discours. Il était face à la presse nationale et internationale de ce côté-là. Fin d'International. Merci d'être passé, Ghislain Kougan. Le plaisir est toujours partagé, Donald. Merci. Merci également. Restez sur CAMnews 24.